Comme disent les Américains, seulement en France. C'est seulement en France, en effet, qu'une émission de télévision consacrée à la littérature pourrait atteindre des taux d'audience qui excèdent ceux de programmes beaucoup plus populaires habituellement. Et c'est le cas d'Apostrophe, émise sur Antenne 2 et animée par notre collègue Bernard Pivot, qu'Impact a rencontré à Paris plus tôt cette année. Bernard Pivot, comme vous le savez, le langage économique est de plus en plus dominant dans une foule de secteurs. Tout doit être rentable, en croissance, en expansion. Est-ce que c'est le cas de l'industrie du livre en France? Bien entendu, elle n'échappe pas au sort commun des autres industries. Les industriels du livre, je mets ça entre guillemets, doivent gagner de l'argent comme les autres et ils ne doivent pas présenter à la fin de l'année un bilan défavorable, sinon ils meurent, comme tous les autres, et ça fait du chômage. Donc le livre essaye de prospérer, il n'y réussit pas toujours, mais on ne peut pas dire qu'en France actuellement, que le livre est le secteur le plus atteint par la crise. Pas du tout. Je pense que le livre ressent les effets de la crise, mais qu'il n'en est certainement pas l'une des premières victimes. Est-ce qu'il avait vécu sa crise auparavant, peut-être? Ça fait très longtemps que le livre marche bien en France. Alors je ne sais pas, je ne vais pas remonter à des temps avant la guerre de 14. Peut-être qu'il y a eu des crises économiques du livre. Évidemment, pendant la guerre, la Grande Guerre, le livre a périclité à ce moment-là. Mais enfin, je crois que le livre, c'est toujours bien tenu en France. Donc ce malaise qu'on ressent au Québec, en Amérique du Nord, en se disant les gens n'achètent plus de livres, les éditeurs vont mal, demandent des subventions, c'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Et est-ce que la France serait plutôt l'exception heureuse à ce moment-là? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas étudié le marché du livre dans les autres pays, mais je considère que même si l'année dernière, l'année 84 en France n'a pas été une année très florissante pour le livre, si en francs constants le chiffre d'affaires est plutôt en régression, on ne peut pas dire que le livre vit actuellement une crise majeure. Non, ce serait forcer le trait. Bon, l'activité économique en question, c'est l'achat d'un livre en librairie. Au-delà de ça, cependant, il y a la lecture, qui est un acte privé, un acte intime. Ça, est-ce que c'est en régression? Encore une fois, on a l'impression que tout dans la vie moderne lutte contre l'habitude de lecture, contre le temps voulu pour lire. Vous avez un magazine qui s'appelle justement Lire. Est-ce que lire, c'est vraiment une préoccupation des Français? Alors, ça n'est évidemment pas la préoccupation de tous les Français. Je pense même que c'est une préoccupation d'une minorité de Français. Une grosse minorité, mais une minorité. Et que le livre soit menacé par tout ce qui nous entoure, par toutes les inventions diaboliques de la technique, bien entendu, par l'industrie des loisirs, par l'informatique et par mille autres choses, c'est l'évidence. Mais je vous rappellerai que lorsque le chemin de fer a été inventé, beaucoup de journalistes de l'époque ont dit « c'est la mort du livre ». Ils ont dit c'est la mort du livre parce que nous allons tous voyager en train et nous n'aurons plus le temps de lire. Lorsque la bicyclette a été inventée, tout le monde a dit la bicyclette va provoquer la mort du livre, car on ne fera plus que du vélo et on n'aura plus le temps de lire. Mais c'est pas des concurrents directs, alors que la vidéocassette est un concurrent direct. Si, pour les loisirs. Pour les loisirs, le vélo, le chemin de fer, à l'époque, sont apparus comme des concurrents redoutables du livre. Et quand la télévision est apparue, rappelez-vous, on a dit ça sera la mort du livre. Et le livre n'est pas mort de la télévision, puisque même, je pense qu'au contraire, la télévision a fait la promotion du livre. Alors aujourd'hui, la vidéo, les câbles, les satellites et tout ce que nous annonce pour le monde de demain peut nous faire penser que le livre est menacé dans sa chair même, dans sa vie. Moi, je reste optimiste. Je suis beaucoup plus pessimiste pour les journaux, car je pense que les journaux vont vivre des années très difficiles, mais je reste optimiste pour le livre. Le livre me paraît être le vecteur essentiel de la culture, il le restera, et de la distraction pour une bonne part. Mais je voudrais quand même pousser un peu plus loin mon pessimisme à moi. Vous n'avez pas l'impression, quand par exemple les gens écoutent Apostrophe, c'est une excellente émission, qu'ils l'écoutent comme une émission d'idées. Peut-être à l'occasion vont-ils acheter un livre en question, vont-ils vraiment le parcourir comme vous l'avez fait? Est-ce que ce ne sera pas une activité pour une élite qui ensuite retransmet les idées via la télévision? Alors il y a plusieurs questions dans votre question. Que des gens regardent Apostrophe comme un spectacle qui les intéresse, bien entendu. Il y a une majorité de gens qui regardent Apostrophe qui n'achètent jamais un livre. Grâce à Dieu, il y en a aussi beaucoup qui, l'émission terminée, le lendemain, achètent les livres et les lisent. Je ne vais quand même pas croire qu'il y a une majorité de Français assez masochistes et assez fortunés pour acheter des livres, des livres et ne pas les lire. Mais on l'achète comme un bel objet ou un objet réconfortant. On veut s'approprier l'idée, on veut dire qu'on l'a chez soi. On entend lire le livre, mais on ne trouve pas le temps pour le faire. Il est vrai que des gens achètent des livres avec l'intention de les lire et puis
requis par d'autres tâches, d'autres loisirs, les abandonnent dans un coin et ne les lisent pas. Il arrive aussi que des gens veuillent sincèrement lire un ouvrage et puis, passer la 10e page, ils ont été happés par d'autres tâches et ils l'ont abandonné. Reste malgré tout, et je le crois très sincèrement, que les gens qui achètent des livres, c'est quand même pour les lire. Ou alors, votre pessimisme, moi, me terrifie d'une certaine manière. Et si c'était vrai ce que vous dites, je pense que l'industrie du livre alors péricliterait à la vitesse grand V. C'est pas nécessairement vrai, mais je songe par exemple à cette expression américaine un peu navrante, coffee table book, qui consacre le fait qu'on achète un livre pour le montrer. Ça devient carrément un objet, comme une toile est un objet. Oui, mais ça, c'est les Américains. Ça, c'est les Américains. Pour leur standing, ils achètent des livres. Je ne dis pas que chez nous, on n'achète pas aussi des livres, un mètre de livres avec une belle reliure pour faire bien dans le salon. Bien entendu, ces ouvrages-là, on ne les lit pas. Mais je pense que lorsque le samedi matin, après apostrophe, les gens vont dans les librairies pour acheter des livres dont ils ont vu les auteurs, dont ils ont apprécié les auteurs la veille, je pense que très sincèrement, c'est pour les lire. Bon. Autre situation particulièrement française qui a été relevée dans un livre comme Les Intellocrates, où on vous saluait comme l'exception heureuse, c'est-à-dire le journaliste littéraire véritablement indépendant. Ce sont tous les conflits d'intérêts, les chapelles, les trocs entre amis, le critique qui parle d'un ami dans le journal et l'ami en question qui édite le critique. Est-ce que ça continue en France et est-ce que ça va rester selon vous? Ça continue, oui. Ça a toujours existé. C'est typiquement français. Hein. Le renvoi d'ascenseur. Le renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que tel homme, telle femme sera éditeur, sera auteur, sera critique. Et il y a 15 ans, j'avais d'ailleurs fait un livre sur les critiques littéraires où j'avais repéré même une personne qui était non seulement auteur, éditeur et critique, mais libraire également. C'était encore plus fort. Hein. Oui. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Mais si ça arrivait dans les affaires, si un ministre était en même temps banquier, achetait des entreprises pour le compte du gouvernement à travers sa banque et tout, ça ferait un scandale énorme. Ça ferait un scandale énorme. Oh, je sais pas si ça ferait tellement scandale. N'en sais rien. Vous savez, maintenant, nous sommes un vieux peuple et il faut vraiment que le scandale soit explosif, épais et comme considérable pour que nous réagissions. Alors, pour en revenir à la vie littéraire, c'est vrai que cette République des lettres, c'est l'expression qu'on emploie en France, cette République des lettres, est trop souvent sujette à des combinazioni, comme disaient les Italiens. Mais n'exagérons pas non plus. Il y a aussi quand même des journalistes qui ne sont que journalistes, il y a aussi des auteurs qui ne sont qu'auteurs et des éditeurs qui ne sont qu'éditeurs. Il n'y a pas que des cumulards dans la République des lettres. Il y a aussi des gens très sincères qui écrivent ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont envie de dire. Mais il est vrai que, et je veux bien le croire, que par rapport notamment aux pays anglo-saxons, nous avons des pratiques qui ne seraient pas autorisées ailleurs et qui d'une certaine manière, font une tâche sur notre réputation, enfin la réputation de la littérature française. Eh bien, Bernard Pivot, vous êtes un citoyen éminent de cette République. Merci.